Ok, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc je remercie encore les membres, les organisateurs de ces assises de m'avoir invité à discourir un peu devant vous sur un sujet important pour l'ANSES, puisque bon, l'ANSES c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et c'est aussi l'agence qui est en charge de la sécurité sanitaire des végétaux. Donc, le propos aujourd'hui de mon discours, ça va être de traiter les risques d'introduction, de diffusion d'agents pathogènes et de ravageurs. Et sous ces risques d'introduction se cache la notion d'émergence de nouvelles maladies, d'émergence de problèmes nouveaux. Et juste pour commencer, je voulais commencer donc par vous rappeler un petit peu le triangle sur lequel se base l'équilibre sanitaire d'une culture, c'est-à-dire c'est basé sur l'interaction entre l'environnement, l'organisme nuisible et puis l'hôte. Si l'un des piliers de ce triangle s'effondre, on voit le déséquilibre s'installer et si c'est à l'avantage de l'organisme nuisible, on voit une maladie apparaître. Donc ce déséquilibre-là, il peut être dû à une modification de l'environnement, c'est ce qui peut arriver donc assez souvent. Et donc en ce moment, on est tous au courant des changements climatiques. Et les changements climatiques ont une importance sur l'évolution des ravageurs et des populations d'agents pathogènes, soit directement par l'augmentation de l'aire de répartition des organismes ravageurs. L'aspect climatique direct a plus d'importance, enfin, d'effet sur les ravageurs que sur les maladies. Et puis l'autre effet, c'est un effet indirect, c'est-à-dire que ça peut modifier la physiologie des plantes et les rendre plus sensibles ou plus résistantes, mais en général plus sensibles à de nouveaux agresseurs qui, jusqu'à maintenant, ne posaient pas de problème à la culture. Alors je vais prendre un exemple qui n'est pas dans la vigne, pour illustrer ce problème de l'effet des changements climatiques sur l'augmentation des ravageurs. C'est le cas de la chenille processionnaire du pin, parce que c'est quelque chose qui est assez facile à illustrer. Et qui montre que les contraintes thermiques qui forçaient la chenille à demeurer au sud de la Loire dans les années 70, en fait, ont été progressivement levées par le réchauffement climatique, et cela a permis son expansion continue vers le nord au rythme moyen de 4 km par an durant les 10 dernières années. Et vous avez ici la carte de la répartition donc de la chenille processionnaire, que vous voyez les points rouges qui sont les points d'observation les plus récents, qui sont les plus au nord de la carte. Et on voit bien le gradient de température hivernale avec l'effet de l'océan Atlantique sur ce gradient. L'autre facteur important qui va modifier l'environnement, c'est les modifications des pratiques culturales. Alors, par les modifications de pratiques culturales, on peut évidemment penser à la modification des variétés qu'on utilise, et puis également la modification liée à la réduction des intrants, par exemple, réduction des fongicides, des insecticides, qui va avoir un impact sur les équilibres microbiens de la culture. Alors, je voudrais illustrer cet aspect-là par deux exemples. Un exemple sur la pomme qui concerne une maladie bactérienne. Enfin, je vais beaucoup parler de bactéries parce qu'en fait, je suis bactériologiste au départ. Et donc, c'est une maladie qui est causée par Pseudomonas syringae pathovar papulans. C'est une maladie qui cause ce qu'on appelle les papules du pommier, et qui est une maladie qui est présente aux États-Unis, et puis qui a été aussi observée en Italie, mais qui n'a jamais été observée en France. Et cette maladie, en fait, elle attaque, elle est surtout impliquée sur... Enfin, la variété qui est sensible à cette maladie, c'est les variétés Mutsu. Et pourquoi on n'observe pas la maladie en France? C'est parce qu'on ne cultive pas ce cultivar. Le Mutsu n'est pas cultivé, donc il n'y a pas de maladie. Donc, voyant pas la maladie, on pourrait penser qu'il n'y a pas d'agent pathogène. Et puis, au cours d'une expérimentation sur des poiriers et des pommiers dans le sud-ouest de la France, en collaboration avec des Espagnols de Gérone, on était intéressé à l'impact des populations de Pseudomonas syringae sur le dessèchement des bourgeons qui aboutissait à l'avortement des bourgeons sur le pommier. Donc on avait fait une campagne de prélèvement systématique pour explorer la composition de la microflore des bourgeons de pommier. Et au cours de cette campagne, on a observé, on a détecté, identifié le Pseudomonas syringae pathovar papulans. Donc ce pathogène existe bien dans le verger français, mais la maladie n'existe pas
parce qu'il n'y a pas la variété sensible cultivée. Donc vous voyez, donc il n'y a pas de maladie, mais il y a un risque d'émergence si on change le cultivar. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième exemple qui est toujours sur la pomme, c'est cette fois c'est un champignon, un exemple qui concerne la tavelure du pommier. Donc la tavelure du pommier, c'est la principale maladie du pommier qui est causée par Venturigia inequalis. Donc la tavelure implique donc un nombre... le contrôle de cette maladie implique un nombre important de traitements fongicides au cours de l'année. Et il y a des programmes de sélection de variétés résistantes, notamment à l'INRA, qui ont abouti il y a quelques années à la sortie d'une variété résistante qui s'appelle la variété Ariane, qui a été donc plantée dans différents endroits du verger français. Et les premières plantations d'Ariane ont été associées à un arrêt de l'utilisation de fongicides. Et en arrêtant les fongicides, sur cette variété qui était résistante à Ariane, on a vu apparaître une nouvelle maladie qui est due à un autre Venturigia, c'est Venturigia spirata, qui cause des symptômes moins importants que Venturigia inequalis. Mais on voit là l'émergence d'une nouvelle maladie due à une modification des traitements phytosanitaires sur une culture. Donc ce qui est important, c'est que quand on va modifier par l'introduction de variétés résistantes, il faut aussi anticiper les effets connexes. Un autre exemple, la nécrose bactérienne de la vigne, qui est donc due à une bactérie qui s'appelle Xylophilus ampellinus, que vous devez connaître puisque c'est une bactérie qui cause des problèmes dans le vignoble du sud-ouest, notamment sur Colombard et puis sur Nid Blanc. Ça reste une menace pour le vignoble, malgré que cette maladie, on n'en entend plus parler depuis quelques années. Mais ça reste une émergence en puissance. Alors, cette maladie, donc, ça cause donc des nécroses sur les rameaux, des chancres sur les rameaux, donc, qui aboutissent à la cassure du rameau et puis à la désorganisation complète de la ramure, qui ça peut même aller jusqu'à la mort du cep. Et puis, il y a aussi une phase épiphyte avec taches foliaires et puis dépérissement, en fait, comme vous voyez sur la feuille en bas, là, le secteur de gauche est complètement nécrosé, qui est dû en fait à la nécrose du pétiole, et ce sont les vaisseaux qui alimentent cette partie de la feuille qui sont nécrosés et donc qui coupent l'alimentation de cette partie. C'est une maladie, donc c'est une bactérie qui colonise les vaisseaux de xylème, du bois, et qui a aussi donc un effet donc sur l'alimentation des parties de la plante irriguées par les vaisseaux atteints. Donc il faut savoir, donc cette maladie-là, c'est une maladie qui est typique d'une maladie bactérienne, c'est-à-dire qu'un coup on la voit, un coup on ne la voit pas, et on ne comprend pas bien pourquoi. Alors il y a sûrement un impact de l'environnement sur cette maladie-là, et puis il y a aussi un impact des produits phytosanitaires. En effet, cette maladie-là, c'est une maladie qui a été détectée dans l'île d'Oléron en 1870 ou 80, avant que Millardet invente la bouillie bordelaise. Et puis quand la bouillie bordelaise est arrivée pour traiter le mildiou, la bactériose a disparu parce que, par effet indirect, les traitements de la bouillie bordelaise ont eu un impact positif sur la nécrose bactérienne. Et puis après, quand les fongicides de synthèse sont arrivés pour remplacer la bouillie bordelaise, on a vu réapparaître la nécrose bactérienne certaines années et dans le vignoble. Alors, la nécrose bactérienne est importante seulement dans certains vignobles. Le vignoble le plus touché, c'est les vignobles de Cognac, sur Uni Blanc en particulier. Le vignoble d'Armagnac avec Uni Blanc et Colombard. Et puis le vignoble du Diois sur la Clairette. En fait, pourquoi ce sont ces vignobles-là qui sont touchés? Bien parce que ce sont ces cépages-là qui sont les plus sensibles. En effet, donc la sensibilité des cépages, on voit parmi les plus sensibles la Clairette, Colombard, Uni Blanc, Sémillon, Alicante Boucher, mais bon, c'est maintenant un cépage assez confidentiel, Grenache et Gamay Noir, qui sont donc les cépages, quel que soit le critère de notation, qui apparaissent les plus sensibles. Donc voilà un petit peu pour quelques exemples pour illustrer qu'une émergence, c'est pas forcément dû à l'introduction d'un alien, c'est-à-dire d'un organisme exotique, mais ça peut être aussi dû à l'émergence d'un organisme déjà présent dans le vignoble
et qui, par des modifications de culture et des modifications de climat, va émerger et donc provoquer un problème émergent, une maladie. Ah oui, une dernière chose pour vous dire que la conduite de la vigne a aussi un important est aussi vraiment très importante pour lutter contre cette maladie-là, et notamment l'importance de protéger les bourgeons au débourrement, parce que cette bactérie-là, en fait, est capable de rester de façon latente dans les ceps. Et c'est au printemps, quand il y a la vigne débourre, et notamment la vigne pleure, c'est par les pleurs qu'on a contamination des bourgeons qui émergent, comme illustré sur cette photo-là. On voit un bourgeon émergeant en dessous du fil de fer, là, qui va être pollué par le pleur et qui va ainsi aboutir à une nécrose de la pousse qui va naître à partir de ce bourgeon. Donc je reprends mon triangle donc, du pathologiste, et donc il y a quand même des agents pathogènes qui ne sont pas présents sur le territoire, et actuellement, une des causes majeures, une cause importante d'émergence, c'est dû à la mondialisation des échanges commerciaux, qui sont de plus en plus importants, et qui provoquent donc l'introduction non intentionnelle d'agents pathogènes et d'organismes ravageurs. Alors, juste pour mémoire, je voulais faire un petit retour sur un exemple emblématique qui est donc l'insecte responsable du phylloxéra, donc qui a donc envahi les vignes françaises et même mondiales au XIXe siècle. Donc, ce phylloxéra donc, est natif d'Amérique du Nord, mais ne cause pas de dégâts sur les espèces nord-américaines de vitis parce que ces espèces-là étaient résistantes. Et donc, ce phylloxéra a été importé à travers l'importation de plants de vignes venus d'Amérique du Nord et a provoqué donc l'envahissement du vignoble européen. Heureusement, Planchon a trouvé une solution en proposant la greffe des cépages européens sur des porte-greffes américains, ce qui a permis de résoudre le problème. Donc c'est aussi un message d'espoir pour tous les pathologistes et les viticulteurs, c'est que à travers une invasion biologique catastrophique qui était l'invasion du phylloxéra, une solution a été trouvée et maintenant on peut encore produire du bon vin ici en France. Alors, j'ai fait une recherche à partir d'une base de données qui est sur l'OEPP, qui est l'Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes, et donc qui liste en fait les organismes nuisibles potentiellement importants pour le territoire européen et méditerranéen. Et en fait, quand on regarde cette liste-là, on voit qu'il y a 40 organismes nuisibles majeurs de la vigne qui sont listés sur cette base PQR donc, de l'OEPP. Et parmi les 40, certains sont déjà présents sur le territoire, mais 12 n'ont pas été détectés dans le vignoble français. Et parmi les 12, on trouve donc des insectes, un puceron, donc Apis illinoisensis, un puceron américain, un thrips, donc Frankellinella cestrum, 3 hémiptères, 2 coléoptères, et c'est tout. Et ce qui est assez remarquable, c'est que vous voyez qu'on ne voit pas Drosophila suzuki, parce que Drosophila suzuki n'est pas ravageur de la vigne majeur, primaire. Et donc on peut aussi avoir des organismes nuisibles qui ne sont pas listés sur les listes d'alerte de l'OEPP, qui sont potentiellement importants pour notre culture. Il y a aussi un hématode, donc Mélodiogène ethiopitica, un phytoplasme, Candidatus phytoplasma australiensis, et puis une bactérie Xylella fastidiosa. Alors donc j'ai deux diapos sur Mélodiogène ethiopitica. Donc c'est un hématode polyphage, et là encore, donc on voit que les organismes polyphages sont des organismes dangereux et qui risquent d'être responsables d'émergence, de maladies émergentes ou de problèmes sanitaires émergents dans l'avenir. Ce nématode est un nématode qui attaque de nombreuses cultures, donc la tomate, notamment en Grèce et en Turquie, et puis aussi la vigne au Chili. Et donc c'est un nématode tropical qui a d'abord été découvert en Tanzanie et vous voyez, en Afrique de l'Est, quoi. Et donc ce nématode donc, est maintenant capable de s'installer dans des pays plus septentrionaux, et donc en serre donc sur tomates, mais également sur vignes
donc en dehors d'une culture protégée. Et puis l'autre, c'est Candidatus phytoplasma australiense. Donc là encore, c'est un candidatus avec des hôtes multiples, mais donc la vigne est concernée par ce phytoplasme. Bon, c'est un phytoplasme un peu comme la flavescence dorée, donc il y a besoin d'un insecte vecteur pour être épidémique. Heureusement, l'insecte vecteur n'existe pas en Europe et en France, donc on peut penser être pour l'instant assez protégé de cette invasion. Et puis le dernier cas que je voulais traiter, qui va me servir un peu de fil de conducteur pour traiter des problèmes donc, liés à une émergence, c'est la maladie de Pierce. Donc la maladie de Pierce, c'est encore une maladie qui a été découverte en 1887 en Californie, dans la région de Los Angeles, sur la vigne, qui provoque, donc vous voyez, comme illustré sur la feuille, là, des dessèchements de feuilles, enfin un problème de déséquilibre hydrique. Et puis cette maladie-là, donc on a observé la maladie en 1887, mais il a fallu attendre jusqu'à 1940 pour identifier le rôle d'un insecte dans la propagation de la maladie. Donc 80 ans pratiquement, ou 70 ans, ou 60 ans, ou 50, je ne sais plus, enfin 50, oui, pour trouver que la maladie faisait intervenir un vecteur. Et puis il a fallu attendre encore jusqu'à 1978, parce qu'en 40 on pensait que c'était un virus, parce que toutes les maladies transmises par vecteur insectes sont en général des virus. Et puis il a fallu attendre 78 pour isoler la bactérie responsable de la maladie de Pierce, qui est Xylella fastidiosa. Et elle s'appelle Xylella fastidiosa parce qu'elle est fastidieuse à cultiver et très difficile à travailler. Et donc c'est que depuis 1978 qu'on connaît l'agent pathogène de cette maladie-là. Alors cette maladie, donc, elle provoque ce type de symptômes, hein, des problèmes de dessèchement foliaire qui sont des symptômes en fait pas très typiques. Hein, c'est des symptômes qui sont liés à un problème d'alimentation de la feuille par bouchage des vaisseaux de xylème, donc qui peut aboutir jusqu'au rabougrissement des ceps de vigne. Alors voilà, donc la bactérie est très difficile à cultiver. Vous avez ici une illustration de la culture sur milieu gélosé avec vous voyez, des petites colonies translucides qui sont visibles qu'au bout de 15 jours à 3 semaines. Donc on peut avoir d'autres bactéries saprophytes qui vont polluer le milieu avant de détecter la maladie. Et puis vous avez des belles photos au microscope électronique qui vous montrent donc les cellules bactériennes à l'intérieur des vaisseaux de xylème. Et on comprend bien que la multiplication de ces bactéries-là provoque des bouchons dans les vaisseaux de xylème. Et c'est ça qui provoque la maladie, parce que ça bouche les vaisseaux, la sève brute ne peut plus alimenter la plante, et la plante se dessèche. Alors, cette bactérie est transmise par des insectes vecteurs. Alors, aux États-Unis, les principaux vecteurs, c'est Omaladiska coagulata ou Glabripenis, ça a changé de nom, ou Dracula cephala minerva. Je trouve que ce nom est absolument génial. Dracula cephala minerva, ça fait peur. Et puis donc, ce sont les principaux vecteurs qui, et notamment Omaladiska coagulata, a été responsable de la progression de la maladie de Pierce de Los Angeles vers les vignobles du Nord, Napa et Somona, il y a quelques années. Et parce que ce nouvel insecte avait des exigences température et de climat qui étaient plus permissibles et qui a permis à la maladie de monter dans le vignoble en Californie, enfin de monter en Californie, vers les vignobles plus septentrionaux. Et puis j'ai mentionné Philaneus spumarius, qui est l'insecte le plus en bas, là, c'est un peu plus sur la gauche. Alors ça, c'est un insecte européen, et je vous en parlerai tout à l'heure, parce que c'est aussi un vecteur de Xylella fastidiosa. Alors, c'est une espèce complexe, à très large gamme d'hôtes, parce qu'en effet, c'est une bactérie qui cause une maladie sur la vigne, la maladie de Pierce, mais ça cause aussi des maladies sur les prunus, pêchers, cerisiers, les agrumes, le café, les arbres, les plantes ornementales telles que l'orier rose, les oliviers, les plantes, les arbres forestiers tels que le chêne, le sycomore, et même des plantes herbacées telles que la luzerne. Et il y a des interactions entre... Enfin, la luzerne sert de réservoir, par exemple, à la bactérie pour contaminer la vigne en Californie à travers l'activité de l'insecte. Donc une bactérie d'un spectre complexe. Une bactérie également, en fait, cette espèce-là, c'est un complexe d'espèces. Et on a jusqu'à maintenant décrit 4 sous-espèces.
la sous-espèce fastidiosa qui est répertoriée sur la vigne en Amérique du Nord, l'amandier et le café, la sous-espèce multiplex qui est donc pêcher, amandier, prunus, chêne, olivier, la sous-espèce sandii, ce laurier rose en Amérique centrale, et puis la sous-espèce poca sur agrumocafé au Brésil surtout. Donc vous voyez, en fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a des sous-espèces, on commence à structurer l'espèce, on commence, mais on n'a pas à une sous-espèce donnée une gamme d'autres données. C'est-à-dire que vous voyez que sur café, on peut trouver à la fois sous-espèce fastidiosa et sous-espèce poca. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc ces sous-espèces-là ont une répartition géographique un peu différente. Alors voilà donc la répartition géographique qui est donnée donc par l'OEPP. Et vous voyez que c'est une maladie qui a lieu aux Amériques, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord. Et puis il y a un petit point à Taïwan, puisque en 93 on a trouvé sur vigne cette bactérie-là. Et donc, ce qu'il faut. Alors, vous voyez que c'est une bactérie qui est adaptée aux pays tropicaux, mais aussi aux pays plus septentrionaux, puisqu'on en a jusqu'au Canada. Et c'est surtout la sous-espèce multiplex qui est plus septentrionale. Fastidiosa est plus Mexique, Californie, et Poca plus Amérique du Sud, Brésil. Donc, il y a des superpositions entre les origines géographiques, les gammes d'hôtes et les sous-espèces. Mais c'est encore pas très clair. Alors, en 2012, en France, on a détecté Xylella fastidiosa sur café. En fait, c'était sur des plants de café qui étaient importés d'Amérique pour faire de l'amélioration génétique. Et on a détecté donc ces 4 plantes en fait venant d'Équateur et du Mexique, et ce qui a permis au laboratoire de la santé des végétaux d'ANSES à Angers de travailler cette bactérie-là. Et donc cette détection a été éradiquée puisque ces plantes-là étaient au nombre de 4, elles ont été identifiées très rapidement et elles étaient cultivées dans un milieu confiné en serre, donc elles ont été éradiquées. Mais c'est quand même un point de vigilance parce que pourquoi ces plantes-là ont été détectées puisque Xylella fastidiosa est une bactérie de quarantaine, donc on doit faire un contrôle aux frontières des plantes. Mais le problème, c'est que le café n'est pas une plante cultivée en Europe, donc le café n'est pas listé comme une plante à contrôler par la quarantaine. C'est une chose qui va changer. Alors donc, ça c'est en 2012. En 2013, un drame est arrivé parce que c'est à ce niveau-là. En Europe, on a identifié donc Xylella fastidiosa en Italie, dans la province des Pouilles, sur des oliviers et également présent sur des amandiers, des lauriers roses et puis des chênes. Mais enfin, sur les chênes, ça a été démenti depuis. Donc cette épidémie, en fait, puisque c'est une introduction qui s'est traduite par une épidémie, a été centrée sur la petite ville de Gallipoli, vous voyez, sur le talon de la botte, là, où en 2013, on a identifié 8000 hectares d'oliviers atteints. En fait, si on a identifié ce problème-là sur une si grande surface, c'est que la maladie était probablement arrivée depuis plusieurs années, mais qu'on n'avait pas les moyens d'identifier la bactérie responsable de cette maladie-là. Et on a beaucoup perdu de temps à chercher la responsabilité sur des champignons, sur des complexes entre champignons et insectes. Donc voilà donc les symptômes qu'on peut observer sur olivier. Donc 8000 hectares atteints en 2013, 30 000 hectares en 2014. Avec donc les symptômes typiques de Xylella, un dessèchement des feuilles, déshydratation des branches, etc. Et voilà un aspect, en 2013, un verger atteint. Et en octobre 2014, il y avait un symposium sur cette maladie-là à Gallipoli. Et on a vu une extension foudroyante de cette maladie. Alors le problème, c'est que ça n'attaque pas que l'olivier. Ça attaque aussi le cerisier, l'amandier, le laurier rose, et aussi des plantes ornementales, l'acacia saligna, le polygana, Venstresia fructuosa, Spartium et les pervenches.
Donc, vous voyez, là, je ne cite pas la vigne, parce que malgré qu'il y ait des vignobles présents au milieu des oliviers, la vigne n'est pas atteinte. Donc, la souche qui est présente en Italie n'attaque pas la vigne, jusqu'à ce qu'on peut connaître. Donc, je vous fais remonter l'histoire par rapport aux sous-espèces. Vous voyez, c'est la sous-espèce fastidiosa qui est surtout sur la vigne. Cette la souche qui a été isolée en Italie, c'est une souche qui appartient à une sous-espèce proche de Poca, mais probablement un peu différente encore. Donc, la Commission européenne a saisi l'EFSA, donc l'Agence européenne de sécurité sanitaire, pour faire le point rapidement sur la maladie dès octobre 2013. Et l'EFSA a rendu un statement en novembre 2013, rapidement pour les premières conclusions au vu de la littérature. Et les conclusions de l'EFSA étaient que les voies d'entrée principales étaient les plants, les insectes infectés transportés via le commerce de plantes. Et les premières recommandations qui ont été faites, c'était une prévention d'entrée, contrôle des importations à renforcer, la définition de zones protégées, la surveillance du territoire, le contrôle des pépinières, augmenter la certification et la lutte contre les vecteurs. Donc, à l'issue en 2013, l'EFSA la Commission a demandé à l'EFSA également de faire une analyse de risque phytosanitaire complète sur cette bactérie-là. C'est quelque chose qui est en cours actuellement. Et donc, l'EFSA devrait rendre début janvier la publication donc, de cette analyse de risque phytosanitaire où on va donc avoir une analyse complète des risques d'entrée, d'établissement, de dispersion et des impacts potentiels sur cette maladie-là. 2 minutes. Oui, ben c'est très bien. Enfin, c'est bon. C'est quelque chose aussi qui a fait réagir le ministère de l'Agriculture en France, puisque on se trouve directement menacé par cette émergence donc, au sud de l'Italie, vu la proximité de l'Italie et puis l'importance du commerce entre l'Italie et la France au niveau des végétaux notamment. Donc c'est un petit point sur le plan d'action national qui est en train de se mettre en place par le ministère de l'Agriculture. Donc sur les points d'entrée, donc contrôle renforcé sur les points d'entrée, avec une surveillance systématique par analyse asymptomatique sur plantes caféiers à l'importation. Donc le fait d'avoir observé la maladie une fois sur caféier a rendu vigilant donc le ministère sur des plantes qui ne sont pas sur la liste de quarantaine. Et le caféier est particulièrement important puisque en novembre 2014, la Hollande a rapporté avoir importé des plantes de café du Costa Rica qui étaient infectées. Et donc ces plantes-là ont été rattrapées et donc il y avait 7 plants en fait qui ont été importés en France. Ces plantes-là, la DGAL les a récupérées et les a éliminées. Et puis donc au niveau négociation européenne sur la révision de la réglementation en tenant compte de l'avis de l'EFSA prévu en décembre, qui va sortir en janvier, les conditions d'organisation d'un groupe de travail pour gérer la surveillance du territoire. Au niveau recherche, en 2015, donc en janvier, là va commencer un projet entre l'INRA et l'INRA d'Angers et le laboratoire de santé des végétaux à l'ANSES d'Angers sur la caractérisation des souches d'Xylella, qui est un projet qui est financé par la région Pays de la Loire, qui a été donc lancé parce qu'il y a beaucoup comme vous l'avez vu, d'arbres ornementaux et fruitiers qui sont concernés par cette maladie-là. Et donc les pépinières qui sont très nombreuses en Pays de la Loire sont évidemment très concernées par cette maladie également. Et puis une communication grand public, notamment avec un projet pilote mis en place dans la région Corse, puisque la Corse est particulièrement sensibilisée aux problèmes d'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire. Donc les différentes conclusions que je vous ai résumées ici, c'est que les risques d'émergence de nouvelles maladies, de nouveaux ravageurs sont donc toujours présents et conduisent les pouvoirs publics français et européens à mettre en place des systèmes de surveillance des importations des végétaux, que l'augmentation des échanges commerciaux au niveau mondial et les nouveaux systèmes de commerce via Internet accentuent le risque d'introduction de nouveaux agents pathogènes et ravageurs. Ça, c'est quelque chose je dis on parce que je participe au panel de l'EFSA sur la santé des végétaux.
on prend de plus en plus en compte ces nouveaux commerces via Internet qui sont très difficiles à gérer, quoi, et à surveiller. Et donc il convient aussi d'être vigilant à toute apparition de pathologies inconnues au vignoble afin de réagir le plus vite possible à l'émergence d'une nouvelle maladie. Ça, c'est vraiment très important que les viticulteurs soient présents dans leur vignoble et surveillent les problèmes et qu'ils fassent remonter les problèmes le plus tôt possible. Et que le diagnostic d'une maladie ou l'identification d'un ravageur nécessite souvent des analyses de laboratoire qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Maintenant, il y a un réseau de laboratoires en France, et notamment qui est de mieux en mieux identifié, qui permet donc d'avoir un appui pour l'identification des problèmes, même des problèmes émergents qui sont inconnus actuellement sur le territoire. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Je vous remercie pour votre attention et devant cette, vous voyez qu'on cultive de la vigne aussi dans les Pays de la Loire.